Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission, les magazines de votre chaîne APSI TV, Populi. Et comme vous le savez, nous traitons de beaucoup de sujets d'actualité. Ces sujets d'actualité selon aussi les thématiques. Et nous suivons l'actualité à la loupe avec nos invités, nos intervenants. Et aujourd'hui encore, nous allons traiter, certes, disons quelques sujets d'actualité. Et à ce titre, nous avons invité Messieurs Joseph Désiré Makambo, c'est ça les postes-noms, qui se trouve être le président de l'ONGD Dieu défenseur universel. Et c'est avec lui que nous allons parler des droits de l'homme aujourd'hui. Avec cette thématique, l'état des droits, on va comprendre. Comme vous le savez, l'état des droits, c'est à large spectre. Et M. Joseph Désiré Mwakando va nous aider dans cette optique. Bonsoir, Joseph Désiré, pas Mobutu, mais Mwakando. Makwando, excusez-moi. Makwando Makambo, oui. Oui. Bonjour, merci. Alors, la santé d'abord de votre structure Dieu défenseur universel, cette ONG des droits de l'homme. Oui, sinon, la santé de notre organisation, oui, elle est meilleure, je dirais. C'est une structure des droits de l'homme qui est créée depuis 2010. Et nous sommes en train d'évoluer dans la promotion et protection des droits de l'homme. De là où nous avons aussi arrivé à faire la promotion dans la formation, nous avons eu à former beaucoup de gens. Et nous avons formé beaucoup de gens. Et dans la protection, nous avons pu défendre beaucoup de gens aussi. On a eu à faire des monitoring des droits de l'homme. Nous avons fait aussi des plaidoyers pour la liberté ou la libération de certaines personnes qui étaient arrêtées et ceux qui étaient aussi en prison, même condamnés. Alors, nous évoluons très bien. Aujourd'hui, DDI, API, Dieu défenseur universel. Oui, c'est le sigle de notre organisation, Dieu défenseur universel, donc DDI. Alors nous sommes à l'origine de la création d'une plateforme intitulée Ligue congolaise des droits de l'homme et du développement. C'est une plateforme qui aussi qui a comme but ou objectif général de la promotion des droits économiques, sociaux et culturels. Mais il y a l'aspect aussi budget participatif qui est là, donc c'est-à-dire la participation citoyenne. Nous sommes aussi membres, donc comme structure, membres du collectif des ONG des droits de l'homme, là où je suis présentement secrétaire général. Mais cette plateforme est dirigée par une structure internationale dénommée Fondation Bill Clinton pour la paix. Une grande fondation d'ailleurs. Oui, une grande fondation, oui. Donc là... Et il y a aussi cette coordination nationale des droits de l'homme. Vous y êtes dedans. Bon, quand vous parlez de coordination, là, je ne sais pas. Vous parler peut-être de la Commission nationale des droits de l'homme. Excusez-moi, la Commission, bien sûr. Oui. La Commission nationale des droits de l'homme, je dirais que nous sommes parmi les gens qui ont milité pour la création de cette institution. C'est une institution d'appui à la démocratie. À cette époque-là, vous étiez déjà dedans. Oui, j'étais déjà là. Nous avons lutté jusqu'à obtenir la loi organique de cette institution-là. Nous avons lutté. J'étais parmi les gens qui étaient au niveau du Sénat. Parce que les défenseurs nous avons été répartis. Ceux qui étaient au Sénat et ceux qui étaient au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons lutté. Et aujourd'hui, nous avons la Commission nationale des droits de l'homme. Et notre structure est partenaire de la Commission nationale des droits de l'homme, qui est reconnue par l'État congolais. Mais c'est une institution étatique d'appui à la démocratie. Et qui est appuyée même par l'État congolais. Oui, c'est appuyé par l'État congolais. Il émarge du budget de l'État. Et ce que je peux poser déjà comme question par rapport à ça, ne craignez-vous pas que ça soit inféodé à chaque régime qui passe?
Parce que la main qui donne, qui dicte. Bon, je dirais, vous pouvez, bon, je ne pense pas, par rapport à l'expérience que nous avons vécue, parce qu'il y a déjà un premier mandat, les gens qui étaient là sont partis, ça ne manque toujours pas, mais ils ont été quand même à la hauteur de lutter pour qu'ils ne soient pas inféodés. Ça ne manque pas, il y a des petits coins là, ça ne manque pas. Des Mais en tout cas, oui, mais à 60%, je dirais, pour ne pas aller, mais ils étaient vraiment objectifs à ce qu'ils faisaient. Et vous êtes là aussi comme DDI pour surveiller, hein? Vous surveillez quand même, hein? Donc c'est comme un enfant que donc vous avez mis au monde. Vous faites les suivis pour que l'enfant ne puisse pas connaître un jour des soucis de santé majeurs, hein? Oui, dans ce sens-là, oui. Parce que quand étant partenaire, les partenaires, ils discutent aussi, échangent sur ce qui va et ce qui ne va pas. Voilà. C'est par rapport à tout ça. Alors, comme on parle des domaines des droits de l'homme et avec cette thématique, l'état des droits, parce que surtout vous, les activistes des droits humains en général, ces côtés-là, vous ne badinez pas. Hein? Donc, vous coincez même les politiciens sans on laisser, pas seulement en RDC, même avec vos confrères d'ailleurs. Alors, ce que je voudrais comprendre, est-ce qu'en République démocratique du Congo, les domaines des droits de l'homme, c'est respecté? Je vous dirais, dans les droits de l'homme est universel. Si vous voyez même à travers le monde, c'est partout, on dirait, il y a quelque part là où on viole les droits de l'homme. C'est partout. Mais dis-moi, il y a des gens, des pays qui ont progressé dans ces domaines. Chez nous ici, vous comprenez, nous venons d'où et nous allons où? Mais est-ce qu'il y a au moins une sorte de progrès? Parce que vous évaluez, hein? Il vous arrive de faire l'état des lieux. Hein? Oui, bon, je dirais le progrès dans les sens, parce que là, la question m'amène à examiner sur les politiques. Parce que d'abord, la première des choses, on voit la volonté politique. Et la volonté politique, je dirais qu'il y a la volonté politique dans notre pays. Il y a la volonté politique. Oui, il y a la volonté politique. Mais le problème se pose à quel niveau? On peut avoir cette volonté-là, mais l'applicabilité, l'application de cela, c'est là où ça pose problème. Et puis, je dirais, d'une manière générale, les droits de l'homme n'est pas respecté. D'une manière générale, du point de vue pratique, quoi, n'est pas respecté. Mais quand même, on est en train quand les droits de l'homme, d'une manière générale, n'est pas respecté, pourtant, sans entrer dans la profondeur politique, parce que notre sujet est spécifique, mais il y a la politique qui intervient. Quand ce n'est pas respecté, qu'est-ce que vous, au niveau de la Commission nationale des droits de l'homme, au niveau de vos structures, vous faites, n'est-ce pas, excusez-moi l'expression, comme pression sur les gouvernants, les dirigeants, de manière à ce qu'ils reviennent à la raison pour le bien de la population congolaise? Au départ, on faisait que la dénonciation, on dénonçait et tout ça. Mais aujourd'hui, nous appliquons maintenant la politique de proximité. Cela veut dire quoi, la politique de proximité? Cela veut dire nous approchons aussi les dirigeants, dans le sens, si quelque chose qui ne va pas, on essaie un peu d'échanger pour montrer à l'autre que non, voilà, dans tel coin, tel point, ça ne marche pas. Est-ce qu'ils vous comprennent? Mais c'est Joseph Désiré Makwando. Oui, oui, je vais arriver. Joseph Désiré Makwando Makambo. Makwando Makambo. Oui, Makwando Makambo. Oui. Oui, oui. Est-ce que ces dirigeants-là vous écoutent? Oui, je vous dis, il y a, en tout cas aujourd'hui, il y a vraiment échange. Les dirigeants écoutent, malgré parfois ils vous écoutent, mais comme je vous dis, dans la pratique, peut-être ils ne font pas ça. Mais il y a ceux qui respectent des aussi. théories comme c'était avant, ça a quand même diminué. Des théories contre les activistes des droits de l'homme. Il y a Tchébé à l'époque, il y a d'autres qu'on peut citer
si c'est Rossi ou qui, tout ça. Aujourd'hui, quand vous faites les bilans, comment vous découvrez? Il y a une amélioration. Il y a une amélioration. Hein, Oui, parce que vous avez trop dénoncé oui, vous avez été écouté. Hein. Oui, il y a une amélioration. Mais bien qu'on lutte encore, puisque c'est pas aussi facile. C'est hein. pas facile. Hein. Non, c'est pas facile. Bon, alors, si on peut parler des domaines des libertés, hein, liberté d'opinion, liberté de mouvement, etc. Ici, en République démocratique du Congo, ce qu'on constate, il y a toujours contradiction. Quand les gens veulent manifester, ça peut être les politiciens, la société civile, etc., les gouvernants veulent à ce qu'il y ait ce qu'on appelle autorisation ou permission. Pourtant, plusieurs évoquent la considération constitutionnelle qui demande seulement d'informer les autorités et peut-être harmoniser seulement l'itinéraire des marches. Alors, souvent, ces marches-là sont accordées difficilement ou ne sont pas accordées, ces manifestations-là. Il y a aussi ces soucis de la liberté d'expression. On peut même parler du domaine de la presse. Et il arrive que les journalistes soient encore arrêtés. C'est l'INPC, hein, l'Union nationale de la presse du Congo, qui fait des bruits pour qu'on libère les journalistes et tout ça. Il y a certains qui se sont fait agresser, ça vous le savez, tout ça. Alors, qu'est-ce que vous entrevoyez par ça? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous comprenez? Je vous dis, comme je vous disais là, vous savez d'où nous sommes venus. Donc, la violation des droits de l'homme est là. On viole toujours les droits de l'homme, surtout les libertés publiques. Donc, chacun est dans son coin, il est je ne sais qui, gouverneur, ministre, je ne sais comment. Chacun est en train d'appliquer la loi ou la loi de sa façon aussi. Vous voyez, il y a aussi les... Vous voulez dire que chacun interprète la loi à sa façon? De sa façon, pas seulement ça aussi. Il y a aussi des habitudes. Hein. Il y a des habitudes. Quand on a acquis une certaine sorte d'habitude-là, et il y a certains pour se déchaîner de ça. Donc les séquelles, ils démèrent. Hein? Ils démèrent, oui, ça aussi, ça démère. Mais vous accompagnez les libertés individuelles, les libertés publiques, privées, tout ça. Quel est votre plaidoyer au niveau international par rapport à ça? Bon, je dirais plaidoyer au niveau international. Oui, parce que vous avez des confrères. Hein? C'est une sorte de lobbying. Oui, c'est que je disais, les droits de l'homme est universel. Les droits de l'homme est universel. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous faisons généralement? Quand nous, par exemple, nous sommes partenaires du gouvernement, partenaires des Nations Unies. Nous avons ici les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme. C'est-à-dire, généralement, quand nous faisons le monitoring, c'est à travers les monitoring qu'on découvre réellement qu'il y a une violation des droits de l'homme, il y a ceci, il y a cela. Ah, donc à travers vos monitoring là. Ça, c'est bien. Alors, nous donnons, c'est-à-dire nous introduisons ces monitoring-là auprès de nos partenaires. Par exemple, la Commission nationale des droits de l'homme. Et d'ailleurs, à la Commission nationale des droits de l'homme, qu'est-ce qu'on fait? Après l'introduction de nos rapports de monitoring, on organise les réunions mensuelles avec les organisations. Donc, avec les réunions mensuelles, là, donc, nous venons, chaque structure vient, il vient maintenant présenter son rapport par rapport à la violation des droits de l'homme. Et au niveau des Nations Unies également, il y a les bureaux conjoints des Nations Unies des droits de l'homme, là aussi, nous introduisons nos monitoring. Donc, et puis, au cours des réunions, au niveau des Nations Unies aussi, on organise des réunions, au cours des réunions, nous proposons aussi. Et nous avons au niveau international les hauts commissaires des Nations Unies aux droits de l'homme, lui aussi reçoivent nos rapports, et par rapport à ça, on essaie toujours de trouver des solutions à des problèmes posés. Monsieur Joseph Désiré Makambo, une question me vient en tête quand vous parlez des monitoring et des partages d'informations au niveau international. Dites-moi, dans les passés, on avait appris qu'il y a certaines zones GD qui travaillaient rien que pour l'intérêt de certaines structures internationales et qui étaient soudoyées, qui étaient payées. On se souvient même donc des dirigeants qui disaient, je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, des dirigeants qui disaient, mais écoutez, là, ces ONG-là traitent pour telle structure internationale,
pour tel, on peut parler des multinationales, tout ça, parce qu'il y avait des ONG qui faisaient même des bruits économiques pour des intérêts économiques de certains partenaires internationaux. Est-ce que c'est vrai que parmi vous, activistes des droits de l'homme, il y a des gens qui se font facilement corrompre par des gens extérieurs? Sincèrement, je dirais, en tout cas, je ne connais pas ces structures-là. Parce que moi, je vois, moi et les amis à qui on travaille ensemble, parce qu'il y a plusieurs ONG, on travaille ensemble. S'il y a besoin de financement, on demande, il y a des partenaires qui viennent avec leurs programmes. Et vous êtes obligés de suivre les programmes qui viennent. Par exemple, ces derniers temps ici, c'est beaucoup plus lancé sur les droits économiques, sociaux et culturels. Et par rapport à ça, vous élaborez vos projets, et vos termes de référence, et vous introduisez, on vous donne les moyens pour réaliser tout ça. C'est dans ce sens-là, mais dire vraiment que non, on travaille pour l'intérêt, là je ne sais pas, ça peut exister, mais moi personnellement, je n'ai... D'ailleurs, quand vous parlez des domaines économiques, socio-culturels, Oui. Il y a un ouvrage, je pense, par rapport aux droits économiques, socio-culturels et budget participatif, que vous avez publié. Oui. Donc vous l'avez fait et il y a d'autres ouvrages à chantier. Parlez-moi d'abord de ces premiers ouvrages. Qu'est-ce que vous avez voulu faire comprendre par là? Bon, au fait, j'ai publié, c'était en 2018. De l'ouvrage est paru le 30 septembre 2018. Donc l'intitulé, c'est les droits économiques et socioculturels ainsi que les budgets participatifs en République démocratique du Congo. Au fait, dans cet ouvrage, qu'est-ce que j'ai voulu dire? Tout est venu à partir de l'expérience du terrain, l'expérience de la mise en œuvre du budget participatif. J'étais consultant au ministère des Finances, précisément au COREF, Comité d'orientation de la réforme des finances publiques. Et j'étais consultant, facilitateur. Et nous avons pu mettre en œuvre les budgets participatifs dans la ville de Kinshasa. Alors, pendant la mise en œuvre, en organisant le forum du budget participatif, et j'ai à constater que les parties prenantes, donc les acteurs du budget participatif, que ce soit les partenaires étatiques et ces non gouvernementales, c'est-à-dire les ONG, ce sont des gens qui ignoraient les droits économiques, alors que c'était la base. Ouais. Quand on dit identifier vos besoins, parce que le budget participatif, en fait, c'est quoi? C'est un processus de participation directe des populations à l'élaboration, à l'exécution et au suivi et évaluation du budget. C'est-à-dire, on regroupe les citoyens dans les quartiers. Et les citoyens viennent avec leurs idées, c'est-à-dire les desiderata. Leurs desiderata. Ils proposent leurs besoins, donc c'est-à-dire, et ils priorisent ça. Et après avoir priorisé ça, on donne ça à l'autorité locale. Des tutelles. Et celui-là va réaliser ça. Alors, maintenant... Va réaliser ou faire porter ça à qui des droits? Non, c'est l'autorité... Faire parvenir à qui des droits? Non, c'est l'autorité des tutelles. C'est-à-dire, par exemple, le bourgmestre municipal, c'est lui qui exécute, qui réalise ça. Bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas de conseils communaux, c'est-à-dire les budgets, c'est-à-dire ça doit être voté au niveau du pouvoir provincial, c'est-à-dire quoi, l'Assemblée provinciale. Alors, maintenant, quand on dit identifier vos besoins, les besoins, si vous suivez, vous examinez bien, les besoins d'une manière générale, ce sont les droits économiques, sociaux et culturels des citoyens. Et on a compris que les citoyens, donc c'est-à-dire acteurs étatiques, acteurs non étatiques, ignoraient tous, la majorité presque ignorait ce qu'est réellement les droits économiques sociaux et culturels. Vous comprenez? C'est-à-dire, vous identifiez les besoins. C'est-à-dire, vous identifiez les besoins
mais vous ne comprenez pas ce qu'est réellement ces besoins-là. Ça, c'est très intéressant quand vous parlez des budgets participatifs. Oui. Donc, les besoins, c'est fondu dans la masse populaire. Ça doit être extériorisé. Extériorisé, oui. Et de façon à être identifié Oui. pour être pris en charge. Prise en charge, oui. Ça, c'est bien. Et il y avait un deuxième livre qui est d'ailleurs en chantier. Hein? Ou bien vous l'avez déjà envoyé aux Nations Unies? Bon, c'est un ouvrage où il y a des partenaires qui ont apprécié déjà ça. Les titres, c'est lesquels? C'est budget participatif, outils de promotion et de protection des droits économiques, sociaux et culturels. C'est comme la suite du premier livre, alors? Oui, en principe, je dirais ça. Parce que le premier ouvrage, là, vous verrez, je parlais de la promotion des droits économiques et sociaux à travers les budgets participatifs. On fait la promotion à travers les budgets participatifs. Ça dit, je dirais, c'est la suite. Ici, la réussite évidente, donc le deuxième sous-titre, la réussite évidente des réalisations des droits économiques et sociaux. C'est-à-dire ici, si on veut réaliser réellement les droits économiques et sociaux et culturels, donc les droits de l'homme deuxième génération, alors, si vous voulez que cette réalisation soit une réussite, vous devez passer par les budgets participatifs. C'est-à-dire, dans cet ouvrage, j'ai donné les mécanismes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, pour arriver, et que, coûte que coûte, quel que soit, je ne sais comment, si vous voulez réaliser les droits économiques, si vous passez par les chemins que j'ai tracés là, donc la réussite sera évidente. Et il y a encore une suite. Il y a un troisième ouvrage qui viendra, qui va démontrer maintenant l'impact visible de ce qu'on fait. Donc, l'impact visible. C'est-à-dire, vous dites, dans 3 ans, normalement c'est 5 ans, dans 3 ans, que nous voulons voir ça dans notre pays, en République démocratique du Congo. Et vous verrez ça. Donc, c'est-à-dire, ça va se réaliser, mais en respectant les préalables. Ça, c'est intéressant. Espérons que, comme vous avez dit, les partenaires ont apprécié ça, au niveau international déjà. Au niveau local aussi, nos gouvernants vont s'en servir. Hein? Oui, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Si vraiment on se sert de ça, je pense que il y aura un résultat. Et des fois, avec les Congolais, mais c'est Joseph Désiré Makambo, c'est quoi? C'est que les Congolais croient plus aux étrangers que leurs propres frères, au sens d'intelligence. C'est quand quelque chose vient de l'extérieur, là, on y accorde beaucoup d'intérêt, mais quand c'est fait juste ici, par un fils du pays, on se pose beaucoup de questions. C'est le complexe, apparemment. Hein. Oui, je dirais c'est le complexe aussi, c'est le complexe. Mais il y a beaucoup à faire ici en RDC. Il y a beaucoup à faire, surtout dans ce domaine aussi économique. Quand on voit ces marasmes socio-économiques qui déciment des familles dans certains coins du pays, au sens de la crise. Hein? J'utilise des mots décimaux au sens figuré, hein, pas strict. Alors, et même à Kinshasa, des gens qui mangent par délestage, tout ça, et les pouvoirs d'achat qui est très difficile, les fonctionnaires qui ont difficile à accéder pendant quelques mois au salaire, et ces salaires-là, les barèmes n'étant pas des seuils normaux au sens des calculs, des budgets participatifs dont vous parlez d'ailleurs. Quand on parle de l'état des droits, n'est-ce pas que les mots même état des droits seraient bafoués dans ces principes-là? Oui, je dirais ceci. Vous savez, pour arriver à résoudre ces problèmes-là, oui, c'est d'abord la responsabilité des pouvoirs centraux de l'État. Mais autrement, je dirais ceci, il faut la participation citoyenne. Cela veut dire quoi? Donc, ça dit, tout le monde doit participer. Dans le sens même du budget participatif, on dit, c'est la participation citoyenne. Donc, tout le monde participe dans la gestion du pays. Donc, ça dit, c'est raison pour laquelle quand on parle juste de la décentralisation, je ne sais pas si on comprend mieux le sens là. La décentralisation, c'est pour que les citoyens aussi participent au processus décisionnel et à la gestion du pouvoir public. Donc nous devons participer tous ensemble. C'est ça là, donc j'ai donné dans mon ouvrage là, les voies et moyens. En appliquant les principes là, de la participation citoyenne et
aux politiques publiques, je pense qu'on aura résolu des problèmes que vous venez d'évoquer là. Et vous parlez de la décentralisation. Pour vous, qu'est-ce que vous préférez, la décentralisation au sens congolais ou bien le fédéralisme, comme ça se passe dans certains pays occidentaux? Oui, bon, au moment où nous sommes là, c'est mieux la décentralisation. Le fédéralisme peut nous amener aussi à des scissions. Ah bon? Des scissions. Les Congolais ne sont pas encore matures, selon vous? Bon, je dirais ça. C'est-à-dire, il faut petit à petit, avec la décentralisation, et puis petit à petit, on verra si c'est possible d'arriver au fédéralisme. Oui, il y a une situation d'ailleurs qui met mal à l'aise certaines communautés ou encore certains politiques. C'est la proposition de la loi Tchani, sur la congolité ou la nationalité pour des postes. Pour des postes que lui voudrait que ça soit verrouillé à certains degrés de nationalité. Alors, et lors de votre conférence de presse, d'ailleurs, ça défile là, les images. Et donc, vous avez tablé là-dessus. Vous étiez accompagné de votre confrère Emmanuel Cole. De la Fondation Bill Clinton pour la paix, tout ça. C'était pas facile devant les journalistes. Qu'est-ce que vous, droits de l'homme, activistes des droits de l'homme, vous comprenez par la loi Tchani d'abord, parce que vous l'avez lu, non, n'est-ce pas, la loi Tchani? C'est ce projet de loi, disons, chantier. Qu'est-ce que vous comprenez d'abord avant qu'on puisse soit apprécier d'une manière négative ou positive? Bon, le problème qui est là, moi étant que je suis aussi public, je rappelle d'ailleurs que vous avez fait les sciences politiques et là vous êtes en train de finir les droits. Les droits, oui. Bientôt vous allez finir, n'est-ce pas? Oui, oui, vous serez doublement diplômé, sciences politiques et voilà. Alors, je dirais la loi Tchani au juste, quand on fait la rétrospection vers l'arrière, c'est une loi qu'on a appliquée en Deuxième République. Ah bon? Comment ça? En Deuxième République, il y avait... Du temps de Mobutu. Du temps de Mobutu, oui. Où ne pouvaient accéder aux postes clés de la République que les aérois nés de père et de mère. Alors, mais maintenant, aujourd'hui, moi, la compréhension, c'est la compréhension d'abord de la RI. Oui, parce que vous êtes dans la masse populaire. Oui, bien, de la RI. Vous travaillez pour la population. Oui, bien. Donc, quand j'ai échangé avec les amis, mes compatriotes, tout ça, vous verrez dans cette loi-là, les gens peut-être ne disent pas ce qu'est réellement cette proposition de loi. Mais les gens voient au-delà de là. Les gens... Au-delà, ça veut dire quoi? C'est-à-dire quoi? Il y a la sécurité. La sécurité intervient dans la loi Tchani? Non. C'est-à-dire, la lecture que j'ai faite auprès des compatriotes, les gens voient la sécurité nationale, les gens voient l'intégrité territoriale. C'est dans ça. Alors, si vous posez des questions à la population, on vous dira l'histoire, par exemple, des Rwandais, par exemple, il y a infiltration dans nos institutions. Ah ouais, là, c'est visible, les gars. L'infiltration dans nos institutions. Et ces gens-là se camouflent où? C'est dans la congolité, dans la nationalité. Ils ont des nationalités congolaises, tout ça, tout ça. Vous comprenez? Voire même, et ça a commencé depuis Mobutu. Ça a commencé depuis longtemps, oui. Donc, c'est-à-dire, il y a même des Congolais, des pères et des mères, mais qui sont des infiltrés. Vous comprenez? Des Congolais, des pères et des mères, mais infiltrés. Alors, maintenant, les gens, moi, la lecture que j'ai faite, c'est par rapport à ça. Donc, on ne peut pas négliger aussi, parce qu'au moins 80% de la population, d'après mes estimations, sont pour cette loi. Qu'on puisse voter cette loi. Mais du moins, quand on est objectif, en tout cas, la loi, cette proposition de loi va violer la Constitution. Et je ne pense même pas
au niveau de la Cour constitutionnelle que ça va passer. Mais écoutez, M. Joseph Désiré Mwakando Makambo, président de l'ONG Défenseur universel, soyez clair, ça va violer la Constitution de quelle manière? Si vous lisez la Constitution, l'article 10 de la Constitution... Vous êtes libre de lire. On commence d'abord par l'article 10. La nationalité congolaise est une et exclusive et ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. Alors, est congolais d'origine. Toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et les territoires constituaient ce qui est devenu le Congo à l'indépendance. Une loi organique. Bon, ça, il y a déjà une loi organique. Vous comprenez? Si nous allons maintenant à l'article 11, article 12, tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois. Article 13, on dit ceci: aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation, d'accès aux fonctions publiques, ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire. Je m'arrête là. Vous comprenez? C'est vraiment clair, hein? C'est très clair par rapport à ça. Donc, la loi, cette loi-là, si on dit seulement que telle fonction, ou par exemple le président de la République, rien que les Congolais, le père et les mères, c'est discriminatoire. Ça viole ça. Parce que nous avons des Congolais qui sont Congolais seulement de mère et non pas de père. D'autres seulement des pères et non des mères. Non. Vous comprenez? Ça, c'est discriminatoire. Ça viole la Constitution. Vous avez dit là que tous les Congolais sont égaux devant sont égaux devant la loi. Vous voyez? Ça, c'est d'ailleurs une expression clé. Hein? Oui, clé, oui. Alors, vous comprenez? Je dirais que cette loi-là ne tient pas debout. Et moi, je suis en train de regretter les députés provinciaux, nationaux, arrivent même à discuter sur ça. Je regrette beaucoup parce qu'ils passent le temps. Les projets de cette loi Tchani étaient déjà rejetés à la session, en septembre. Oui, septembre année 2022. Oui. C'était à cause de ça, oui, à cause de l'aspect de violation de la Constitution. Mais c'était rejeté. Et pourquoi est-ce que c'est remonté sur la surface? Là aussi, moi aussi, je suis en train de poser cette question-là. Comment? Parce que c'était déjà rejeté. Et puis, dans votre conférence de presse, oui, bien. Il y a vous, ou bien M. Manuel, un de vous, a déclaré que selon la charte de l'Union africaine, on ne peut pas réviser la Constitution dans une année électorale. Oui, c'est ça. Alors nous sommes, selon les calendriers de la CENI, dans une année électorale parce qu'il y a les élections au mois de décembre. Oui. Alors, c'est les législateurs qui veulent débattre sur la loi Tchani ou bien les projets de la loi Tchani. Est-ce qu'ils considèrent cette inscription de la loi qui interdit de revoir la Constitution pendant l'année électorale? Donc, la loi Tchani, ce n'est pas la Constitution. Mais, comment dirais-je, admettre la loi Fanny passe et qu'on puisse promulguer, voire même ça, là, donc ça demanderait à ce qu'on puisse réviser la Constitution. Alors, or, il y a un instrument juridique régional qui interdit ça. Et puis, l'article 19 de la Constitution, quand nous sommes en période de, comment dire, l'état de siège, tout ça, on ne peut pas réviser la Constitution. Et tout ça. Vous voyez là où nous sommes en train de partir. Donc c'est ça. Donc je disais. Donc pour vous, cette loi passerait mieux dans un référendum ou comment? Au cas où ça aurait l'adhésion de la majorité moi, de la population. Je dirais le Parlement, ce n'est pas un cadre approprié. Parce que il y a un autre moyen qu'on peut arriver. Mais là, j'appelle peut-être les experts, les constitutionnalistes, qui peuvent aussi voir comment est-ce qu'on peut en sortir. Mais il y a aussi les us et coutumes. Parce qu'il y a la coutume constitutionnelle. Il y a la coutume constitutionnelle. Voilà. C'est-à-dire, pour moi, la solution que je pouvais donner en ce sens que tous les fils
et filles du pays se regroupent, se retrouvent autour d'une table. Ce n'est pas au Parlement. Parce que si c'est le Parlement, on va voir un dictat. Ah, la majorité... Oui. Oui, on va voir un dictat. Et ça va énerver certaines personnes. Et où, attention, on peut arriver dans la situation qu'est connue la Côte d'Ivoire. C'était aussi ça. Ouais. Donc, dans ce sens-là. Maintenant, allez-y. Donc, pour moi, il faudrait que tous les fils et filles du pays se retrouvent autour d'une table. Mais l'objet, c'est la sécurité du pays. Qui est primordial. Qui est primordial. Parce que nous sommes menacés par les Rwandais. Nous sommes menacés par les Rwandais. Nous allons en parler tout à l'heure. Nous sommes menacés par les Rwandais. Alors maintenant, quand on étudie, on essaie un peu d'examiner pour trouver des solutions à la question sécuritaire, on fait allusion aussi à cette proposition de loi Tiani-là pour voir. Là maintenant, il faut penser à l'infiltration. Parce qu'il y a des gens qui se camouflent derrière la nationalité, se disant congolais, même des Congolais, des pères et des mères, qui se camouflent derrière là, alors pour venir instabiliser les pays. Ouais. Et dans l'objectif de déstabiliser les pays comme déstabiliser ça. Les pays, oui, merci. Déstabiliser les pays. Et puis, comment dirais-je, l'objectif final, c'est quoi? La balkanisation. Oui. Et puis, Kagame qui a menacé d'ailleurs, depuis Bénin, de reprendre, selon lui, une partie du territoire congolais qui aurait été, selon lui, je précise bien selon lui, Paul Kagame, qui aurait été à l'époque partie intégrante du territoire rwandais. Donc il menace de reprendre une partie du territoire congolais, RD congolais, qui aurait été, selon lui, Paul Kagame, une partie intégrante du territoire rwandais. Oui, on est en train de regretter par rapport à tout ça. Et d'ailleurs, pour moi, c'est un moyen pour nous, pour la RDC, de porter plainte contre Kagame. Mais qu'est-ce que vous faites, vous, activistes des droits de l'homme? Parce qu'ici, en interne, quand il y a des violations des droits de l'homme, vous faites trop de bruit. Et vos bruits sont souvent, excusez-moi l'expression, souvent à une direction occidentale. Vous versez tout là-bas, au sens des bruits, au sens des monitoring, etc. Mais quand Kagame, d'une manière claire, menace la sécurité congolaise, on ne sent pas vraiment votre lobbying international, M. Joseph Désiré Mwakando Makambo, président des défenses, des dieux défenseurs universels, cette structure des droits de l'homme. Oui. Donc, je dirais, nous sommes en train de travailler sur ça. Mais on ne vous sent pas, M. Joseph Désiré. Nous sommes en train de travailler sur ça. Sent pas. Nous sommes en train de travailler sur ça. Mais aussi en collaboration avec l'État congolais. Ouais. Alors, je dirais, c'est un moyen. C'est-à-dire, il s'est révélé. C'est-à-dire, au départ, là, Kagame, il s'est camouflé. Il niait même l'agression. Voilà. Et maintenant, aujourd'hui, c'est-à-dire, nous connaissons bien que la vraie cause, la vraie raison pour l'agression rwandaise en RDC, c'est balkaniser la République démocratique du Congo. Ça, c'est vrai. Vous comprenez? Là, à ce moment-là, parce qu'il y a combien de morts? Il y a eu combien de morts? Des millions. Des millions de morts. Donc, on peut saisir directement, soit la justice internationale, et puis la Cour pénale internationale. J'espère que vous y arriverez, parce que quand il s'agit de s'attaquer à un politicien de gauche ou de droite, il s'agit de vous attaquer à un général ou un colonel qui aurait peut-être tué un activiste des droits de l'homme, un journaliste, ou qui aurait dilapidé les deniers publics, tout ça. Vous les faites, clairement, là, et c'est facile. Mais maintenant, là, nous avons un sanguinaire qui a menacé la RDC, et on veut sentir maintenant la force de cette Commission nationale des droits de l'homme, on veut sentir cette force synergique, de la synergie des droits de l'homme. Et vous êtes parmi des gens qui ont contribué dans ces structures nationales, et vous êtes écoutés aussi au niveau international. Donc les soucis de nous, populations et des journalistes que nous sommes, c'est de sentir votre bruit là. Donc la même énergie qui vous a, d'une manière ou d'une autre, aidé à accuser des dirigeants congolais
des gens qui ont violé la constitution congolaise, des généraux congolais, des colonels congolais. Cette fois-ci, cette énergie-là s'est déversée contre Paul Kagame. C'est ce qu'on veut, vous savez, excusez, je parle sous contrôle de la population. Pas voir que je commence à devenir votre adversaire, non, c'est pas ça. Alors, je dirais, même l'État congolais, nous, si nous faisons rien, même l'État congolais, s'il ne fait rien, ne porte pas plainte contre Kagame, tout ça, je sais qu'il y a la diplomatie. Je ne refuse pas, il y a la diplomatie, mais il faut aller dans ces chemins-là de justice. Il faut aller dans... Donc, s'ils ne portent pas plainte, là, un jour, ils seront appelés complices. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, nous voulons voir aussi dans l'homme d'État congolais. Nous voulons voir aussi ça. Et puis, nous aussi, comme nous sommes partenaires aussi, nous sommes là aussi pour voir qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à tout ça. Par rapport à l'état des sièges, parce que vous avez vos antennes au niveau de ces provinces-là, Ituri, Nord Kivu, selon vous, est-ce que les choses, on peut dire, évoluent ou bien il y a des violations des droits de l'homme? Ça continue. Ça continue. Il y a toujours des violations. Ça continue. D'ailleurs, c'est grave. Des violations graves des droits de l'homme. Ça continue toujours. Ça continue. Et parlant aussi de la synergie des ONGD, des ONGD, donc des organisations non gouvernementales des droits de l'homme là. Est-ce que vous êtes soudés? Il n'y a pas de division? Dans votre conférence de presse d'ailleurs, il y a M. Emmanuel, les noms de la famille, j'oublie là. Emmanuel Cole. Emmanuel Cole de la fondation Bill Clinton pour la paix, oui. Qui s'est attaqué à M. Paul Sampou, qui se trouve être le patron de la Commission nationale des droits de l'homme, qui aurait refusé la salle pour que vous puissiez tenir cette conférence de presse. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça a quand même blessé les gens, M. Joseph Désiré Mwakando Makambo. Oui. Bon, connaissant M. Paul Sampou, je le connais, mais pas trop bien, très bien. Mais tant que président de la Commission nationale des droits de l'homme, les voyants, je ne pense pas que vous pouvez faire ça. Bon, c'est peut-être parce qu'on n'avait pas... il devrait connaître à fond ce que nous allons faire. C'est-à-dire bien que nous avons annoncé dans notre lettre. Nous avons introduit la lettre pour... Plus ou moins explicite, non? Oui, la lettre, il a accepté la lettre et tout ça. Mais je serais surpris d'entendre que le soir, c'est-à-dire quoi? La veille, il va refuser. Donc, interdire l'accès à la salle, tout ça. Moi aussi, j'ai à regretter. Mais quand je vois M. Paul Sampou, en tout cas, il faudrait que je les rencontre pour connaître un peu à fond. Puisque je ne peux pas directement juger, condamner comme ça, parce que notre frère a dit ça, il était avec lui. Bon, moi aussi, après, justement, là, le point de presse, je suis rentré au Congo central, puisqu'il y a un véhicule qui avait connu un accident. J'étais obligé de rentrer au Congo central. Mais on doit regretter. Si c'est que notre ami là, on doit toujours regretter. Là, vous avez débrouillé pour trouver une autre salle. Donc, mais on doit... c'est un collaborateur. Pour trouver une autre salle. Nous avons trouvé, il y a quelqu'un qui nous a aidés. Pour respecter la date, les rendez-vous. Oui. Et d'ailleurs, les officiels comme les ambassadeurs n'étaient pas venus parce que quand ils ont entendu directement qu'il y a eu délocalisation, tout ça, bon, ils ont appelé pour ils ont été découragés, bon, tout ça, bon. Je connais les présidents Paul Sampou, personnellement. Je vais les chercher pour comprendre aussi. En tout cas, non, je vais chercher l'interview pour comprendre. C'est quelqu'un de bon, en tout cas, je ne pense pas être un collaborateur. Et puis, c'est un partenaire. On a des défenseurs des droits de l'homme comme moi. Oui. Alors, mais c'est bon, si vous voulez le trouver, c'est mieux aussi pour voir. On doit tous comprendre, parce que ça a chopé. En tout cas, monsieur Joseph Désiré Mwakando Makambo, oui. Oui, écoutez, nous sommes à la fin de cette émission. Par rapport aux droits de l'homme, par rapport à cette énergie des activistes des droits de l'homme, par rapport à l'état des droits. Puisque les gens comprennent mal l'état des droits. Et l'état des droits est fondé même sur les principes des droits de l'homme. Là, je ne mens pas. M. Joseph Désiré est là
Je parle sous son contrôle. Il en a l'expérience, c'est un expert dans les domaines des droits de l'homme. Alors, qu'est-ce que vous pouvez conclure? Malheureusement, nous sommes talonnés par les timings, mais on espère avoir un autre numéro où on va approfondir certains sujets restés en suspens. Alors, qu'est-ce que vous pouvez conclure par cette thématique? Bon, et là, vous regardez cette caméra-là pour parler aux téléspectateurs. Je dirais les droits de l'homme d'une manière générale. Vous le savez, souvent les gens pensent que les droits de l'homme, c'est simplement les droits civils et politiques. On voit les arrestations arbitraires, les détentions illégales, tout ça. Oui, ça c'est les droits de l'homme. On appelle ça droits de l'homme de la première génération. On voit l'aspect politique là-bas, ce qui concerne les élections, tout ça. Mais il y a aussi la deuxième génération des droits de l'homme, qui est les droits économiques, sociaux et culturels. Il y a également la troisième génération, qui est les droits collectifs, ou autrement on appelle ça les droits de solidarité. Parce que les gens ignorent beaucoup. Quand on parle des droits de l'homme, les gens pensent les droits de l'homme seulement dans les droits civils et politiques, les arrestations arbitraires. Là, ils voient les policiers, ils voient les politiciens. On a arrêté telle personne, on fait ceci, tout ça. Mais les droits à l'alimentation, c'est aussi les droits de l'homme. Les droits à l'eau, c'est aussi les droits de l'homme. Les droits à l'éducation, c'est aussi les droits de l'homme. Donc, il y a plusieurs droits de l'homme. Et enfin, les droits collectifs, les droits que nous avons, nous sommes dans les droits, par exemple, par rapport à l'environnement, et ainsi de suite, tout ça. Donc, comme nous sommes à la fin, je dirais, par rapport à la loi Tiani, en tout cas, cette loi-là ne passera pas. Je conseille aux députés provinciaux, nationaux plutôt, de trouver une autre issue. Ça existe et nous allons trouver des solutions par rapport à tout ça. Merci beaucoup. Très content de vous avoir eu dans ces beaux studios de la télévision APSI. Nous, journalistes, nous aimons beaucoup les activistes des droits de l'homme. Ce sont nos partenaires par excellence parce qu'ils nous accompagnent. Et ça ne serait pas la la dernière fois d'inviter ces grands activistes que vous connaissez et d'autres sont en train de découvrir. Nous avons des sujets à traiter avec lui, sa structure et ses collaborateurs. Voilà, nous avons parlé de l'état des droits sur fond des droits de l'homme, puisque, en tout cas, sans le respect des droits humains, il n'y a pas d'état des droits. À la prochaine opportunité, bonsoir.